New York appeals court has thrown out a $500 million fine in a civil fraud case against President Trump, his family, and his company. The court upheld a lower judge's ruling that found Trump liable of fraud by inflating his wealth to secure better business deals, but called the monetary penalty of more than $515 million excessive. Chief investigative correspondent Aaron Katersky is here with more. So, Aaron, what went into this decision? This is a 323-page opinion from the Appellate Division's First Department, and the judges are not in agreement here, but it appears they have found that after a 3-month trial, certaines décisions judiciaires ne mettent pas fin à une procédure. Elles marquent simplement le début d'une nouvelle étape dans le système. Le 15 décembre 2025, la 11e Cour d'appel des États-Unis, compétente pour les États du Sud-Est, a rendu une décision qui met officiellement fin à une procédure spécifique, mais qui marque le début d'une nouvelle étape dans la tension entre stratégie juridique et responsabilité institutionnelle. La Cour a confirmé à l'unanimité les sanctions imposées au président Donald Trump et à l'avocate Alina Habba pour avoir mené une procédure jugée abusive contre Hillary Clinton et plus de 30 autres défendeurs. Le montant absolu de la sanction, près d'$1 million, n'est pas sans précédent dans l'histoire judiciaire américaine. Ce qui distingue cet épisode du commun, c'est la manière dont la Cour a autorisé l'application du verdict. Sur la base du principe de la responsabilité solidaire, la décision permet à la partie gagnante de saisir directement les biens personnels de l'un des condamnés pour satisfaire la totalité de la dette, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un partage proportionnel. Concrètement, cela permet de prendre des mesures telles que l'enregistrement d'une hypothèque sur des biens immobiliers, le gel de comptes bancaires et la saisie de recettes d'exploitation. La phase suivante ne sera plus juridique mais financière, et les conséquences pourraient s'étendre au-delà de l'affaire initiale. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle d'audience à ce moment-là. En autorisant l'exécution directe des actifs d'un président, le tribunal ouvre la voie à une procédure qui, si elle est effectivement suivie, rendra visible ce qui, jusqu'à présent, restait au stade de la menace potentielle. La transformation de propriétés, telles que Mar-a-Lago, en instrument de recouvrement. La formalisation de ce scénario ne résulte pas d'un geste politique, mais d'un mécanisme prévu dans le système civil commun. La Cour a validé la thèse, selon laquelle l'utilisation répétée et délibérée du pouvoir judiciaire comme outil d'intimidation politique constitue un abus institutionnel, et que cet abus a un prix. La sanction a été maintenue non seulement en raison du rejet de la procédure initiale, mais aussi parce qu'il a été constaté que l'action en justice, intentée, avait pour objectif principal de nuire à l'image publique de la partie adverse, sans fondement juridique minimal. Pour les magistrats, ce type de comportement détourne la fonction de la justice et compromet le temps et les ressources du système. La Cour a finalement refusé de revoir la décision de la juridiction inférieure et a autorisé son exécution immédiate. C'est à ce stade que l'affaire cesse d'être un épisode isolé et s'inscrit dans une série d'événements qui redéfinissent le rôle des tribunaux dans le contexte politico-institutionnel contemporain. La décision du collège, composé notamment de magistrats nommés sous le gouvernement du défendeur, lui-même, représente plus que l'application d'une amende. Elle fonctionne comme un repère institutionnel. Désormais, le recours au système judiciaire comme prolongement de la rhétorique publique trouve un contrepoids efficace. Il ne s'agit pas de criminaliser le contentieux, mais de responsabiliser ceux qui en font un usage abusif. La reconnaissance de cette limite par les pairs du président, au sein du pouvoir judiciaire, indique un possible tournant. Le pouvoir judiciaire n'a pas seulement répondu. Il a répondu avec des outils qui ont le pouvoir d'immobiliser économiquement. C'est ce passage de la sphère argumentative à la sphère patrimoniale qui reconfigure l'échiquier. Selon les termes définis par la Cour, la dette peut être recouvrée intégralement auprès de l'un ou l'autre des condamnés. Si Alina Habba ne dispose pas de ressources suffisantes, le recouvrement peut reposer entièrement sur les actifs de Donald Trump, et vice-versa. Cette configuration juridique modifie l'équilibre des risques entre le client et l'avocate. Mais ces implications institutionnelles vont plus loin. La logique d'exécution admet désormais l'utilisation d'instruments tels que la saisie de revenus, l'enregistrement de charges réelles sur des biens immobiliers, le blocage de comptes et la cession de créances. Cela signifie que si aucune des parties ne règle volontairement le montant dû, les avocats de la partie gagnante peuvent faire appel à des notaires, des banques, des sociétés intermédiaires, et même des locataires pour effectuer le recouvrement. Il ne s'agit pas d'une théorie, il s'agit de l'étape opérationnelle d'une décision judiciaire définitive. Cette transformation de la dette en action pratique trouve, dans le contexte entrepreneurial de Donald Trump,
un terrain sensible. Les opérations de liquidité et de refinancement sont des éléments structurels du fonctionnement de son conglomérat. En autorisant l'inscription de charges dans les registres immobiliers, le tribunal ne fait pas que compliquer la vente ou la négociation d'actifs, il interfère directement dans la capacité à obtenir du crédit. Un bien immobilier faisant l'objet d'un litige enregistré n'est pas un actif pleinement fonctionnel. Il comporte un obstacle qui limite sa mobilisation. Du point de vue des investisseurs et des bailleurs de fonds, cela équivaut à un risque élevé. Et pour un groupe économique qui dépend d'un effet de levier continu, un risque élevé entraîne automatiquement un recul. Pour ceux qui suivent le fonctionnement des mécanismes institutionnels aux États-Unis, cet épisode représente un nouvel exemple où les limites de l'action politique dans l'espace judiciaire sont formellement rediscutées au moyen de décisions techniques. L'accent n'est pas mis sur le bien fondé idéologique des positions en jeu, mais sur la manière dont elles ont été mises en œuvre. Le pouvoir judiciaire se prononce sur ses propres paramètres et sur la tolérance à son utilisation en tant qu'arène. Ce qui est en jeu dans cette affaire, ce n'est pas seulement le recouvrement d'une dette, mais l'affirmation d'un critère sur l'utilisation légitime de la structure judiciaire fédérale. Dans ce contexte, il devient de plus en plus important de suivre non seulement les faits centraux, mais aussi la manière dont les différentes instances institutionnelles y réagissent. Des analyses comme celle-ci aident à organiser les éléments dispersés et à comprendre le mouvement général du système. À partir de là, la décision de la 11e Cour d'appel sert de vecteur de convergence entre plusieurs sphères du système. La sanction validée ne met pas seulement fin à une procédure spécifique, mais renforce également la jurisprudence sur les limites du contentieux stratégique dans le domaine politique. Dans son essence, l'affaire renvoie à l'utilisation du pouvoir judiciaire comme instrument de pression publique, une pratique qui, bien que non déclarée formellement, est devenue courante dans certains litiges. La Cour a non seulement reconnu cette pratique, mais l'a qualifiée d'abus. Et, en maintenant la sanction, elle a donné force à ce diagnostic. La conséquence pratique de ce choix est l'augmentation du degré de responsabilité attribué à chaque mouvement juridique qui dépasse la frontière entre revendication légale et action performative. Cette convergence aide à comprendre la position des magistrats, y compris ceux qui ont un profil conservateur ou qui ont été nommés par des alliés du défendeur lui-même. En confirmant la décision de la juridiction inférieure, le collège a non seulement signalé une unité institutionnelle en faveur de l'intégrité du système, mais a également contribué à la reconstruction d'une limite fonctionnelle entre le droit de pétition et l'utilisation de la justice. Il ne s'agit pas de restreindre l'accès aux tribunaux, mais de décourager leur utilisation comme scène. La différence entre plaider pour le droit et plaider pour la rhétorique devient ici une ligne délimitée par le système lui-même. C'est dans ce contexte que l'historique du procès prend une importance supplémentaire. L'affaire initiale, intentée par Donald Trump contre Hillary Clinton et d'autres défendeurs, a été déposée sur la base de la loi sur les organisations corrompues et influencées par l'extorsion, connue sous l'acronyme RICO. Il s'agit d'un dispositif législatif créé dans les années 1970 pour lutter contre les organisations criminelles structurées en mettant l'accent sur les schémas de commandement et de délégation d'actes illicites. Son utilisation dans les litiges politiques n'est pas courante et n'a pas non plus été jugée pertinente dans cette affaire. Pour le juge de première instance, le recours à cette législation dépassait les limites du raisonnable sur le plan juridique. Selon lui, l'accusation ne présentait pas le minimum de preuves requises et manquait de fondement. Cette opinion a été entièrement partagée par la Cour supérieure, ce qui renforce l'idée que la frontière institutionnelle entre contestation politique et recours légitime à la justice ne peut être franchie en toute impunité. Dans le même temps, cette affaire met en lumière une zone de friction entre les stratégies politiques contemporaines et le fonctionnement traditionnel des tribunaux. La judiciarisation des litiges électoraux, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, a pris une nouvelle dimension au cours des derniers cycles présidentiels. La multiplication des actions contestant les résultats, enquêtant sur les adversaires ou disqualifiant les institutions est devenue une extension du discours politique. Face à ce mouvement, le pouvoir judiciaire a réagi dans certains cas avec prudence, dans d'autres avec fermeté. La décision actuelle s'inscrit dans ce second groupe. Elle consolide une conception selon laquelle l'intégrité du système dépend également de la manière dont il réagit à ses propres déviations. Sur le plan technique, les fondements juridiques de la décision ne se limitent pas au rejet de la demande initiale. La Cour s'est appuyée sur des dispositions qui régissent la responsabilité en cas de litige de mauvaise foi, en particulier les normes fédérales qui autorisent l'imposition de sanctions financières lorsqu'il est constaté qu'il y a intention délibérée de tromper, de manipuler, de surcharger le système.
Ces normes ont pour objectif de préserver la fonction du pouvoir judiciaire en tant qu'espace de résolution de conflits réels et non en tant qu'arène ou mécanisme d'intimidation. La décision, en ce sens, représente l'application pratique d'un principe plus large, celui selon lequel les institutions se protègent également grâce à leurs outils internes. En outre, cet épisode relance le débat sur la manière dont les cabinets d'avocats et les praticiens du droit traitent les actions dont la viabilité juridique est clairement limitée. La responsabilité solidaire entre le client et l'avocate, validée par la Cour, fonctionne comme un avertissement institutionnel. Elle impose aux avocats le devoir de refuser les stratégies qui compromettent la fonction publique de l'avocature et de la justice. Lorsqu'une requête est signée, son contenu devient une responsabilité partagée. Et en acceptant une affaire présentant des signes évidents de litige abusif, le professionnel du droit s'expose aux mêmes conséquences que le client. Dans ce cas, le pouvoir judiciaire réaffirme le rôle de l'avocat en tant qu'agent de la légalité, et non seulement en tant que représentant d'intérêts privés. En analysant l'ensemble des décisions qui s'accumulent à l'encontre de Donald Trump, on constate une tendance, la convergence de multiples instances judiciaires autour d'une même perception d'abus institutionnels. De la justice fédérale à la sphère étatique, différentes cours ont reconnu des comportements qui repoussent les limites de l'action politique dans les environnements formels. Bien que chaque cas ait ses spécificités, l'accumulation de sanctions, de décisions défavorables et d'exécutions potentielles indique un changement systémique. Le système semble actuellement tenter de réaffirmer ses propres contours. Dans ce contexte, il est d'autant plus nécessaire de suivre de manière structurée les développements institutionnels, les réponses des différentes sphères concernées et l'évolution des mécanismes formels qui délimitent l'utilisation légitime des structures publiques. Ce sont ces analyses qui permettent de comprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi ce qui est en jeu dans le fonctionnement du système dans son ensemble. La décision rendue par la 11e Cour d'appel a suscité diverses réactions parmi les juristes, les praticiens du droit et les analystes institutionnels. Pour une partie importante des experts, la confirmation de la sanction imposée représente un tournant concret dans la position du pouvoir judiciaire face à l'utilisation récurrente de litiges à des fins plus rhétoriques que techniques. Ce groupe estime qu'en autorisant des mesures de saisie patrimoniale à l'encontre d'un ancien président, la Cour renforce l'autorité des institutions judiciaires sur leur propre cadre réglementaire, tout en démontrant que les fonctions publiques ne confèrent pas d'immunité contre les effets juridiques des actes procéduraux. Selon ces analystes, il s'agit d'un mouvement délibéré du système en réponse à la tentative de transformer le contentieux en prolongement du discours politique. Cependant, tous les observateurs ne partagent pas cette même conviction. Certains juristes préconisent une lecture plus prudente des impacts à long terme de cette décision. Bien qu'ils reconnaissent que le tribunal s'est basé sur des critères juridiques objectifs et s'est tenu à l'écart de la rhétorique politique partisane, ils soulèvent l'hypothèse que le pouvoir judiciaire sera mis au défi de maintenir ce même niveau d'exigence si des affaires futures impliquant des personnalités publiques d'autres spectres idéologiques sont jugées. Selon ces interprètes, cet épisode peut autant symboliser une avancée dans l'affirmation institutionnelle que représenter un test de cohérence qui n'a pas encore été pleinement surmonté. Pour eux, l'élément clé sera la répétition uniforme des critères utilisés aujourd'hui et non leur application ponctuelle. Ce jugement a également relancé d'anciens débats académiques sur les limites du droit à la provocation juridictionnelle. Le droit d'intenter des actions devant le système judiciaire est l'un des fondements de l'état de droit, mais il ne constitue pas une prérogative absolue. Le système juridique établit des dispositifs visant à empêcher les abus, en particulier lorsque l'utilisation de la procédure est faussée par des intentions stratégiques. Dans le cas spécifique analysé, la Cour a clairement mis en évidence des indices de conduite procédurale guidés par la mauvaise foi. Néanmoins, certains soulèvent des préoccupations légitimes quant au risque que, dans des contextes plus ambigus, l'application de ce même raisonnement puisse décourager les requêtes légitimes, en particulier celles qui sont d'intérêt public, mais qui sont politiquement très sensibles. Sur le plan politico-institutionnel, les conséquences de la décision font toujours l'objet d'une controverse interprétative. Une partie des analystes estiment que cet épisode confirme que les mécanismes de contrôle institutionnel restent opérationnels aux États-Unis, même face à des personnalités de premier plan. D'autres, cependant, soulignent que la succession de condamnations judiciaires prononcées à l'encontre d'un ancien président peut renforcer la perception, parmi une partie de l'électorat, qu'il existe une certaine sélectivité dans l'application de la justice. Cette friction
entre la rigueur juridique et la lecture publique des décisions est récurrente en période de polarisation politique intense, comme celle qui caractérise le scénario actuel. Le défi pour les institutions sera de maintenir la robustesse technique des décisions sans alimenter l'idée de persécution ou de partisanerie de la part du pouvoir judiciaire. La question économique, jusqu'alors périphérique, a pris une place centrale ces derniers jours. La perspective concrète de la saisie des biens liés au patrimoine de Donald Trump, en particulier des propriétés symboliques telles que le complexe Mar-a-Lago, transcende le domaine juridique et touche les sphères entrepreneuriales et financières. Le gel des actifs, la possibilité de saisie des revenus et le blocage des contrats peuvent compromettre la liquidité opérationnelle du groupe entrepreneurial lié à l'ancien président. Il ne s'agit pas seulement de la perte de biens, mais aussi de la mise en péril potentielle de l'activité économique d'un conglomérat qui opère avec de multiples contrats, partenariats et dépendances fiscales. Les experts en gouvernance d'entreprise observent que l'impact pourrait s'amplifier si d'autres procédures en cours avancent dans la même direction. Avec le passage en force de la décision, l'attention se porte désormais sur l'action des avocats de la partie favorisée par le jugement. L'éventail des outils juridiques à leur disposition comprend des mesures telles que l'inscription de privilèges, la saisie de comptes et l'interception de flux financiers. Toutefois, la définition du moment et de l'intensité de l'application de ces mesures implique une analyse stratégique. Une action immédiate peut consolider l'efficacité du jugement, mais aussi catalyser des réactions négatives dans l'arène publique. Une approche plus progressive peut préserver le climat institutionnel au prix d'une apparence d'hésitation ou de manque de fermeté. Le facteur temps, dans ce contexte, devient une variable centrale dans le calcul des effets pratiques. Dans le même temps, les juristes spécialisés en déontologie professionnelle discutent des implications du modèle de responsabilité solidaire adopté dans cette affaire, qui prévoit la possibilité que les représentants légaux soient également tenus financièrement responsables des comportements abusifs de leurs clients dans le cadre de procédures judiciaires. Pour certains, cette directive représente une avancée dans le sens du renforcement des engagements éthiques de la profession d'avocat. Pour d'autres, le risque est d'inhiber le soutien à des actions qui, bien qu'impopulaires ou politiquement risquées, ont un fondement juridique. Le retrait éventuel des avocats face à des causes sensibles peut compromettre le droit même à la défense dans des contextes de grande complexité institutionnelle. Au-delà des effets sur un seul individu, cette affaire soulève des questions sur l'uniformité du système dans les litiges très médiatisés. La position adoptée par le pouvoir judiciaire dans ce jugement établit un précédent non seulement juridique, mais aussi symbolique. Le maintien de cette conduite dans d'autres affaires, avec des acteurs aux profils divers, sera essentiel pour préserver la légitimité institutionnelle. Le principe d'égalité de traitement devant la loi exige que les critères techniques appliqués ne varient pas en fonction de la personne concernée. Sinon, l'épisode actuel risque d'être interprété comme une exception commode, et non comme la consolidation d'une doctrine. Bien que la procédure ait été formellement conclue, ses effets pratiques sont encore en cours de maturation. La manière dont les mesures d'exécution seront mises en œuvre, l'impact sur d'autres actions judiciaires en cours et l'utilisation de cette décision comme référence dans de nouveaux conflits juridiques restent en suspens. Cet épisode a mis en lumière un aspect moins perceptible du fonctionnement institutionnel américain, sa capacité à répondre, par ses propres mécanismes, aux tentatives d'instrumentalisation politique de l'appareil judiciaire. La suite dépendra de la volonté des autres pouvoirs et institutions d'absorber et de reproduire ce geste de manière isonomique. Pour les observateurs attentifs au fonctionnement de l'architecture institutionnelle des États-Unis d'Amérique, l'évolution de cette affaire fournit des indices précieux sur la direction que le système tend à suivre. Les décisions, plus que leurs fondements juridiques, révèlent les conflits qui agitent actuellement le régime démocratique et les valeurs qui sont, en fait, mises à l'épreuve.